Bonjour à tous, bienvenue sur Francianglia, la seule émission francophone de la bande FM hongroise. On est samedi après-midi, il est 16h30 et il y a une demi-heure, l'élection présidentielle en République tchèque vient de livrer son verdict. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, on ne va pas parler de Hongrie, ou alors peut-être un peu, mais surtout de République tchèque. Avec moi, Ludovic Lepelletier-Koutachi, membre de la rédaction du Courrier d'Europe centrale. Bonjour. Et surtout, André Capsas, qui est collaborateur pour le Courrier d'Europe centrale également, spécialiste de la République tchèque. Bonjour André. Bonjour. Alors, on a une heure tous ensemble pour décrypter, analyser ces résultats de l'élection présidentielle tchèque, remportée par Miloš Zeman. L'information est tombée il y a une demi-heure. Elle est déjà en ligne sur le Courrier d'Europe centrale. André, je te présente rapidement. Tu es étudiant en sociologie ici à Budapest. Avant ça, tu as passé plusieurs années en République tchèque. Tu es tchécophone et tu gardes des liens solides avec le pays dans lequel tu te rends souvent. Et à ce titre, c'est toi qui vas être notre spécialiste aujourd'hui. Merci pour la présentation. Donc on va peut-être revenir rapidement sur les résultats. Miloš Zeman qui finalement avec 51,5% des voix a réussi le pari de se faire réélire malgré 5 ans au château de Prague qui ont été très mouvementés. C'est un personnage, vous en avez peut-être entendu parler, qui est très polarisant. Il a été aussi connu pour ses prises de position pro-Poutine ou en faveur du régime chinois, qui lui ont valu souvent les foudres du gouvernement. Il a aussi été connu pour plusieurs éclats et expressions vulgaires. Par exemple, une fois au salon des viniculteurs, il a souhaité la mort aux abstinents et aux végétariens en portant un toast aux invités présents. Donc ce genre de choses se sont reproduites très souvent, ce qui fait qu'il a souvent été vu par les élites urbaines comme un espèce un homme bourru, sans culture. Et ça l'a aussi rendu assez populaire parmi la population rurale et disons les classes populaires. Ça s'est aussi reflété dans le résultat. Donc on peut voir par exemple que dans les villes, Zeman a été facilement battu. À Prague, on parle de 2/3 des électeurs qui ont préféré son rival, Jiří Drahoš, qui est l'ancien président de l'Académie des sciences et qui a vraiment réussi à se démarquer de Zeman en adoptant un style beaucoup plus, disons, élégant et distingué. Mais malheureusement, s'il a réussi à faire ça, il n'a pas réussi non plus à vraiment présenter une alternative assez convaincante. Et ça fait que Zeman a réussi à garder ses électeurs de 2013. Il a même réussi à augmenter son résultat. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une situation politique qui finalement ne devrait pas trop changer. Que dire de plus ? Premier tour, Miloš Zeman avait échoué à atteindre la barre des 40%. L'enjeu tel qu'il a été présenté du premier tour, c'était de savoir s'il allait réussir à être réélu dès le premier tour, avec une majorité absolue de plus de 50%. Donc il a vraiment fait une contre-performance au premier tour, ce qui avait fait dire ensuite aux sondeurs et aux analystes politiques que il était quasi enterré, il était donné battu assez nettement par Jiří Drahoš au second tour. On voit qu'il a augmenté son score de façon très significative au deuxième tour. Comment il a réussi à mobiliser et quelle a été la tonalité de la campagne électorale de l'entre-deux tours ? Alors, ce qui était assez intéressant, c'est que pour le premier tour, Miloš Zeman n'a pas participé à la campagne. Donc, il a refusé de participer au débat. Il était quasiment absent, très peu de publicité dans les rues. Il n'a pas non plus accordé d'entretien aux médias. Il a été vraiment donc complètement effacé. On a un peu fait certains rapprochements en disant tous ceux qui ont voté pour les autres candidats en fait sont contre Zeman.
mais c'est beaucoup trop simple. Alors on attend encore une analyse un peu plus détaillée pour voir exactement qui sont les gens qui ont voté pour Zeman au deuxième tour, mais ça la montre bien que beaucoup de gens qui au premier tour n'ont pas voté pour Zeman l'ont quand même choisi. Et donc certains des candidats anti-Zeman, plutôt libéraux, comme Hilscher ou Horacek, ou Fischer, qui étaient franchement contre Zeman et qui ont décidé d'appuyer Jiří Drahoš, eh bien, on peut dire que tous leurs électeurs n'ont pas suivi la consigne et ont quand même préféré la continuité, Miloš Zeman, plutôt que le candidat plutôt édulcoré, Jiří Drahoš. Alors, entre l'entre-deux tours, on peut aussi dire que Zeman a réussi à mobiliser les électeurs. Il a été assez agressif. On parle surtout d'une rhétorique anti-migratoire. On en reparlera sans doute plus tard. On va revenir en cours d'émission sur cet aspect. Oui. Et donc il a vraiment, il a réussi à mettre son bilan de côté. Il a réussi à ne pas trop discuter des 5 dernières années, et plutôt à démoniser son rival. Et ça semble avoir marché non seulement avec ses partisans à lui, mais aussi avec les électeurs. Et on parle aussi de la participation. Donc une participation qui a été fortement en hausse. On parle de plus des 2 tiers. Plus de 2 tiers, alors qu'on était à 60% au premier tour. Donc voilà, Zeman a réussi à aller chercher pas mal de voix parmi ceux qui ne se sont pas déplacés pour le premier tour. Donc c'est aussi un facteur qui a sans doute été important. Avec 2 tiers de participation à l'élection, c'est important, surtout pour une fonction qui est essentiellement honorifique. On va revenir sur cet aspect des choses. Avant, je donne la parole à Ludovic qui voulait réagir. Oui, tu disais qu'on avait très peu de données actuellement pour analyser en profondeur les résultats, mais néanmoins, il y a quelques éléments qui sont apparus, notamment dans les médias tchèques, et c'est souvent ce qui apparaît dans les soirées électorales. Là, c'est une après-midi, mais c'est les cartes, donc la cartographie du vote, et ce qu'on a réussi à se procurer, donc c'est la cartographie des régions qui ont mis Drahoš en tête. Et c'est vrai que sur la carte, je la décris à nos auditeurs parce qu'elle est assez nette. Donc vous imaginez la République tchèque. Et vous avez une sorte d'îlot quasi central autour donc Prague, Bohême centrale, Hradec Králové et Liberec qui ont seulement placé Drahoš en tête. Est-ce que on retrouve déjà dans une première grande lecture une forme de clivage entre la République tchèque qui réussit entre guillemets et puis le reste du pays? Oui, je pense que le clivage est en partie socio-économique. C'est important de le souligner. Donc, si on regarde un peu plus même au niveau des comtés, des circonscriptions, là, on se rend compte que finalement, il y a une espèce de bande pro-Drahoš qui va du nord de la Bohême, en passant par Prague jusqu'au sud de la Bohême, et que toutes ces régions, non seulement à l'élection présidentielle, mais aussi en octobre aux élections législatives, ont plutôt supporté les forces libérales. Tandis que le reste du pays, surtout la Moravie, ont plutôt été du côté des populistes, notamment du mouvement ANO d'Andrej Babiš. Et donc, quand on regarde la Moravie, seule la ville de Brno a soutenu Jiří Drahoš, et dans tout le reste de la région qui souffre plus économiquement, on a plus de soutien pour Zeman. Par exemple, Zeman a eu un score de plus de 60%, je crois 62% en Silésie. Bon, c'est sûr que il est populaire là-bas, mais c'est aussi une région qui souffre plus que les autres. C'est le nord-est de la Tchéquie, à la frontière polonaise. On parle de taux de chômage plus élevé, même si en général la Tchéquie a le plus bas taux de chômage d'Europe, autour de 3-4%. Alors, tu as évoqué le nom d'Andrej Babiš, parce que Zeman, c'est le dinosaure de la République tchèque, de la politique tchèque. C'est un ancien du parti social-démocrate. Mais l'autre grande figure qui a émergé ces dernières années, c'est Andrej Babiš, qui a été élu à la tête du gouvernement à l'automne dernier, et là au terme de soubresaut, qui essaie de reformer un nouveau gouvernement, qui était minoritaire jusque-là. Andrej Babiš qu'on présente comme populiste. Tu as dit ce mot-là tout à l'heure. Quel a été le facteur Babiš dans cette élection? Est-ce que les électorats de Babiš et Zeman se recoupent? Et à quel point Zeman a pu profiter du soutien de Babiš? Et d'ailleurs, est-ce que le soutien de Babiš a été réellement important pour ce second tour? Je pense que ça a été assez important, parce que même si au sein du mouvement ANO,
pas tous les députés ont décidé de soutenir Zeman, le soutien de Babiš a été clé, parce que là, pour le moment, vous avez peut-être suivi, le mouvement ANO a beau avoir eu environ 40% des voix et des sièges au Parlement, il est incapable de former un gouvernement, et il a reçu le soutien du président Zeman, qui a décidé de laisser du temps et plusieurs tentatives pour que Babiš puisse former une coalition et avoir la confiance du Parlement. Et on sait bien que Babiš est empêtré dans quelques scandales, et ce qui veut dire que il y a eu plusieurs candidats dont Jiří Drahoš, qui ont dit qu'il ne nommerait jamais Premier ministre quelqu'un qui est sous enquête, comme c'est le cas pour Babiš, qui est accusé d'avoir détourné des fonds européens. 2 millions d'euros il y a une dizaine d'années à peu près. L'affaire du nid de cigogne. Voilà, l'affaire du nid de cigogne, dont on a beaucoup parlé nous-mêmes au courrier. Et voilà, donc ça veut dire que les partisans de Babiš, qui ont voté pour Babiš, avaient intérêt aussi à soutenir Zeman, pour être sûr que voilà, leur choix aux élections législatives soit respecté, et qu'ils puissent effectivement avoir Babiš à la tête du gouvernement. Ça a joué en la faveur de Miloš Zeman, c'est très certain, alors que les deux hommes ne pouvaient pas se sentir il y a quelques années. Ce qui est aussi important, c'est que Babiš est très populaire et qu'il a décidé de ne pas présenter de candidat. Donc le mouvement ANO ne s'est pas opposé à Zeman pendant la campagne. On a donc ici, affaire à vraiment à une entente basée sur des intérêts, les intérêts des deux côtés. Ludovic ? Oui, ce qui frappe, c'était le nombre justement de candidats dits indépendants à cette présidentielle tchèque. Et est-ce que tu peux nous confirmer le ČSSD, du coup, donc les sociodémocrates, non plus, ils n'avaient pas présenté de candidat face à Zeman? Oui, on voit donc la tendance en République tchèque, c'est un manque de confiance énorme envers les partis établis. Ce qui fait que voilà, plusieurs de ces partis n'ont même pas présenté de candidat, sachant bien que la population n'était vraiment pas prête à soutenir quelqu'un qui pouvait représenter une politique concrète et particulière. On voit beaucoup de changements à la tête des mouvements. Donc nous parlons par exemple des sociodémocrates qui se sont opposés à Zeman, ont maintenant à leur tête l'ancien ministre de l'Intérieur Milan Chovanec, qui, lui, par exemple, au nom des sociodémocrates, a décidé d'apporter son soutien à Miloš Zeman. Donc on a des changements assez importants qui arrivent aussi peut-être à la tête de ODS, le mouvement des démocrates citoyens, qui, eux, vont maintenant choisir un nouveau chef, et ça pourrait être Václav Klaus Jr., qui est très populiste. Donc le fils de l'ancien président tchèque. Voilà, le fils de l'ancien président tchèque, et qui a des positions aussi assez fortement eurosceptiques, conservatrices, anti-migratoires, anti-libérales. Et donc nous voyons vraiment plusieurs intérêts converger. Et on peut dire en fait que la scène politique tchèque aussi s'est pas mal déplacée vers la droite, en tout cas vers des positions plutôt anti-libérales. Ce qui a vraiment profité à Zeman, évidemment. On lisait dans la presse ces derniers jours que le duel de ce second tour opposait un pro-russe, donc Zeman, face à un pro-européen, Drahoš. Selon moi, il est très exagéré de dire pro-russe, parce que Zeman, s'il a affiché des sympathies pour le style Poutine, comme tu le rappelais au départ, n'a pas l'intention de sortir le pays de l'Union européenne. Il se montre eurocritique, c'est vrai. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il est pro-russe, ou simplement que prône une politique étrangère peut-être plus équilibrée, ou face à un Drahoš qui lui est considéré comme quelqu'un du mainstream libéral européen. Est-ce que l'opposition, elle est entre les deux hommes, elle est aussi nette? Tu nous disais avant l'émission que quand même Drahoš, qui est une personne qui vient de la province de Silésie, tu nous as dit que Zeman était assez fort dans les petites villes. Ouais. Alors bon, évidemment, les gens aiment bien simplifier souvent les duels un peu, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Donc Drahoš a essayé de jouer sur le fait que Zeman montre des sympathies envers la Russie de Poutine ou la Chine communiste. Mais à vrai dire, Zeman, comme tu l'as souligné, est plutôt en faveur de l'Union européenne. Il veut des réformes, mais il y a quelques années, il avait des positions, par exemple, carrément fédéralistes, pour une Europe fédérale.
Donc vraiment, Drahoš a essayé de jouer avec l'électorat pro-occidental, donc en parlant de l'importance de l'Union européenne, de l'amitié avec les États-Unis, etc. Mais finalement, Zeman n'a jamais trop insisté sur ses sympathies russes. Il ne s'en sert pas trop. Ça joue en sa faveur parce que ça le présente comme quelqu'un d'alternatif. Donc il joue beaucoup sur la carte anti-establishment. Et donc ses sympathies pour la Russie de Poutine et la Chine communiste sont plutôt à voir dans cette optique-là, puisque en tant que aussi dirigeant symbolique, il ne prend pas de décision sur les sanctions envers la Russie ou sur ce genre de choses, mais il a quand même fait plusieurs missions commerciales en Chine et en Russie. Évidemment, c'est aussi lié à ses intérêts particuliers. Donc, par exemple, en 2013, il a reçu beaucoup d'argent de la filiale de Rosneft, le pétrolier russe, pour son élection. Et donc, il a des liens avec plusieurs cercles des affaires qui ont des liens avec la Russie ou avec la Chine. Donc, il faut aussi voir ça de façon un peu cynique. Il sert donc ces intérêts-là. Après, si on regarde le clivage rural-urbain, c'est aussi une simplification parce que si on se penche un peu sur les résultats, c'est vrai que Drahoš est très populaire dans les villes et que Zeman est plus populaire à la campagne. Mais si on regarde de plus près, comme je dis, dans les petites villes, Drahoš a plus de soutien que Zeman. Donc c'est plutôt dans les villes moyennes que Zeman est fort ou dans les villages. Et donc voilà, il faut aller au-delà de cette vision simpliste pro-russe, pro-américain ou pro-urbain, pro-rural. C'est plus compliqué que ça. Et j'aimerais aussi dire que finalement, on va sans doute y revenir, mais ce n'était pas la question de la Russie ou de l'Occident qui a dominé le débat de l'entre-deux tours, mais c'était la question migratoire. Ouais, alors voilà, c'est la question à laquelle je voulais venir et qui a interpellé, qui interpelle tous ceux qui ont regardé un peu ce qui se passait en République tchèque ces dernières semaines. C'est que la question migratoire a été vraiment la question numéro 1 sur laquelle se sont opposées les deux personnalités, se sont opposées supposément, parce que on va voir que la position de Drahoš n'était pas aussi libérale qu'on pouvait le présenter. Comment tu expliques, André, que cette question a été la question de la présidentielle, alors que la République tchèque a finalement été laissée totalement hors du flux migratoire en 2015, celui qui a tant secoué des pays d'Europe centrale comme la Hongrie? Oui, en fait, c'est assez intéressant de se rendre compte que finalement, le thème principal de l'entre-deux tours, c'était ces migrants, ces réfugiés qui n'existent pas. Donc, si quelques milliers de réfugiés sont bien passés par la République tchèque en 2015 pour être aussitôt enfermés et déportés, les chiffres sont presque inexistants. Pour cette année, on parle en 2017 d'environ 1500 demandes. Demandes d'asile. Et la plupart viennent d'Ukraine. Donc c'est assez intéressant aussi de voir que le réfugié est présenté comme un jeune homme arabe, musulman, alors qu'en réalité nous parlons plutôt de gens qui viennent d'Ukraine, d'Arménie, d'Azerbaïdjan, de Géorgie. Ce qui est aussi intéressant, et ça a été aussi reproché à Zeman, c'est qu'il joue la carte anti-migratoire alors qu'il était Premier ministre de 98 à 2002. Et au moment où il y a eu un afflux de réfugiés très important du Caucase, à l'époque de la guerre de Tchétchénie, nous parlons environ de 18 000 demandes d'asile en 2001, qui ont été en grande partie accordées. Aussi précédemment, il y a eu beaucoup de réfugiés de Bosnie, donc aussi des musulmans, et il n'y avait aucun problème à cette époque, on n'en parlait quasiment pas. Et maintenant, ces réfugiés qui se comptent par centaines sont finalement devenus un enjeu très important, alors qu'en réalité, ils n'existent pas. Ils sont pas visibles. Et toi qui connais bien la société tchèque, c'est la question sur laquelle se sont affrontés les politiciens, mais est-ce que c'est vraiment un sujet dans les conversations de tous les jours des gens? Oui, et en fait, il faut dire aussi que c'est dû à, évidemment, les événements mondiaux. On parle évidemment de qu'est-ce que les Tchèques connaissent finalement de l'islam et des musulmans. En Tchéquie, il y a environ 20 000 musulmans, la plupart qui viennent de pays turcophones qui sont peu pratiquants. Donc on parle d'une communauté religieuse d'environ 5 000 personnes qui est quasiment invisible. Et donc finalement, les Tchèques connaissent les musulmans et l'islam
à travers des événements horribles comme la guerre en Syrie, les attentats terroristes en Europe et ailleurs. Et ça rend évidemment le terreau assez fertile pour les idées islamophobes, anti-musulmanes. On peut aussi parler du paysage médiatique en République tchèque où finalement il y a de moins en moins de confiance envers les médias traditionnels et ça rend les médias dits alternatifs, les sites conspirationnistes, donc, ce qu'on appelle très populaires. Les sites de réinformation, pardon en français. Oui, avec des guillemets. Entre guillemets, c'est ça, oui, c'est des sites qui se greffent souvent à des sites entre guillemets qui ont déjà leur créneau et qui sur un créneau alternatif proposent une autre lecture de l'actualité. Voilà, et donc au moment de la crise migratoire et depuis, toutes sortes de manipulations, de fausses nouvelles, de vidéos horribles circulent sur l'internet tchèque et donc mobilisent la xénophobie et alimente aussi la peur envers l'inconnu. Et malheureusement, ça fait que c'est très difficile en fait de convaincre les gens. Donc Drahoš a vraiment essayé de convaincre les électeurs entre deux tours qui lui aussi était contre la migration, contre les réfugiés. Et donc il a beaucoup insisté là-dessus. Parce que voilà, sur les sites de réinformation, comme tu dis, il était présenté comme le candidat pro-réfugié, alors que Zeman était comme celui qui défendait la patrie, qui défendait les frontières. Oui, avec le Courrier d'Europe centrale, on a interviewé cette semaine Lukas Maček, qui est spécialiste, qui est analyste politique tchèque, et qui nous disait que la chance de Zeman pour l'emporter, c'était la question des migrants. Et on voit que pourtant Drahoš, conscient du danger, avait pris énormément de précautions et s'était lui-même prononcé à la fois contre l'immigration illégale, tout le monde, mais aussi contre le fait d'accorder généreusement le droit d'asile à finalement très peu de gens qui le demandent. Mais en plus de ça, s'était prononcé contre les quotas de relocalisation depuis la Grèce et l'Italie de la Commission européenne. Donc finalement, contre l'immigration de manière générale. Et finalement, il n'a pas été entendu il n'a pas réussi à se départir de son image. Non, effectivement, il devait aussi jouer avec certains faits qui jouaient en sa défaveur. Par exemple, il avait été parmi toute une série d'intellectuels et de scientifiques qui avaient signé en 2016, si je me rappelle bien, un appel au calme, un appel contre le racisme et l'islamophobie. Et donc cet appel a été, représenté comme un appel à accepter les réfugiés. Donc il a dû se départir de ce genre de faits qui existait. Bon, quand on parle de la réinformation, par exemple, nous avons le site Provlast, donc pour la patrie, qui est un site d'extrême droite, qui a par exemple fait un petit graphique présentant Drahoš comme le candidat pro-réfugié. Et ce genre de graphique a été vu par près de 2 millions de personnes. C'est-à-dire autant que le nombre de votants de Zeman et autant que le nombre de Drahoš. Voilà, donc nous parlons dans un pays de 10 millions, avec sans doute quelques 6 ou 7 millions d'électeurs. Ce genre de choses sur Internet ont très très bien circulé et Drahoš a finalement eu très peu de chances de renverser un peu la tendance et de se présenter comme le candidat qui était aussi contre les quotas, contre la migration. Et il faut dire qu'il a peut-être aussi dégoûté certains des gens plus libéraux en République tchèque qui auraient vraiment voulu une vraie alternative à Zeman et qui finalement se sont peut-être dit c'est pour avoir la même xénophobie ou la même attitude fermée envers la migration, pourquoi se déplacer. Donc j'ai hâte de voir un peu les résultats pour voir à quel point ça a finalement peut-être joué en sa défaveur. Là sur les résultats, je suis en train on est à 99,92% de bulletins dépouillés. Zeman a même été au-delà de son score de 2013, précédente présidentielle. Il avait fait 2 700 000 voix à peu près, et là il est quand même à 2 850 000, ce qui veut dire que il a, malgré la polarisation qu'il exerce sur la société, l'hystérisation relative visiblement, il a quand même réussi à mobiliser énormément son camp. D'ailleurs, j'avais une question Okamura, donc le leader de l'extrême droite tchèque, il avait soutenu Zeman ou? Oui, alors si je me rappelle bien, ils ont appelé aussi à voter pour Zeman. C'est assez intéressant quand on regarde finalement. Donc KSSD Ano, voilà. Okamura. Donc
En Tchéquie, ce qui est intéressant, c'est que nous avons par exemple des populistes d'extrême droite et des populistes d'extrême gauche, et dont les vues, par exemple, sur la migration sont presque identiques. Donc nous avons les anciens communistes non réformés qui ont gardé un soutien qui va autour de 10 à 15% depuis 1989. Et par exemple, nous avons Tomio Okamura, qui malgré son nom, qui indique son origine japonaise, est le meneur de l'extrême droite tchèque, qui a réussi un très bon score, autour de 11% aux dernières législatives, et qui, par exemple, a soutenu Zeman ici pour le moment. Donc voilà, les électeurs de Zeman, ça va vraiment de l'extrême droite à l'extrême gauche, et donc c'est plutôt sur des questions d'identité que des questions vraiment socio-économiques qu'il a réussi à mobiliser ses électeurs aussi divers. Il y a une donnée, malgré la différence des paysages hongrois et tchèques, parce qu'on est quand même un petit peu obligé de parler de la Hongrie, et puis c'est intéressant dans une perspective de comparaison. J'ai quand même l'impression qu'on a des clivages assez proches d'une certaine façon, et notamment sur l'attitude de la société, de l'ensemble du corps social par rapport à l'ancienne intelligentsia. Est-ce que tu confirmes cette impression-là, notamment en Hongrie, c'est assez clair, au-delà du clivage gauche-droite et au-delà du clivage rural, capitale ou province-capitale, on a le sentiment que l'ancienne intelligentsia est tenue responsable pour un certain nombre d'échecs de la transition, pour des affaires de corruption, ce genre de choses. Est-ce qu'on a la même chose en République tchèque? Est-ce que c'est une grille qui peut expliquer, ou en tout cas comprendre en partie les résultats? Tout à fait. Alors je pense qu'il suffit de se pencher sur le résultat des législatives d'octobre. C'était l'effondrement total des partis traditionnels. Nous avons donc les anciens partis au pouvoir, les sociodémocrates, qui sont tombés autour de 13%, si je ne m'abuse. Nous avons ils sont passés en dessous de 10. Voilà, voilà. Donc pardonnez-moi. Donc ils sont passés en dessous de 10%, alors qu'ils faisaient encore ils tapaient dans les 30%. Et il y a encore une dizaine d'années. On parle aussi par exemple des ODS, donc les démocrates citoyens, qui étaient aussi au pouvoir dans les années 90, dans les années jusqu'en 2013. Qui sont passés ils ont fait autour de 13%. Et la grande montée évidemment du mouvement populiste d'Andrej Babiš, qui joue sur tous les plans, qui est ni droite ni gauche, qui essaye de jouer la carte de la dépolitisation. Et encore une fois, comme on a mentionné plus tôt, le fait que presque aucun candidat n'est directement associé à des partis politiques pour cette présidentielle. Donc voilà, il y a vraiment une ambiance, une atmosphère dans la société qui est fortement, qui est très frustrée en fait envers la classe politique et aussi envers les élites libérales et intellectuelles. Donc il y a vraiment une grande. On peut aussi faire la comparaison avec le Brexit ou avec Donald Trump, ce qui fait que peu importe les résultats économiques plutôt positifs, la grande montée des salaires. C'est sur ce point-là que je voulais te... Oui, et puis d'ailleurs, juste une petite information, même en Slovaquie, aux dernières régionales, c'est des candidats indépendants qui ont largement raflé la mise aux dépens de la gauche et de la droite. Alors, la République tchèque est présentée comme un pays qui se porte bien, un pays qui globalement va bien. Les salaires qui restent très en deçà des standards de l'Europe de l'Ouest ont quand même beaucoup augmenté ces 2 dernières années. Le taux de chômage est le plus bas de l'Union européenne, en dessous de 5%. Et malgré tout, il y a une défiance généralisée vis-à-vis du système. Comment on l'explique alors, si c'est pas par des critères socio-économiques? Je pense qu'il y a aussi le sentiment que ça ne va pas assez vite. Je pense que depuis 1989, les gens ont fait beaucoup de sacrifices. Ils se sont dit, il faut accepter des conditions de travail assez difficiles, des salaires assez bas, parce que voilà, nous devons rattraper tout le retard dû à l'époque de l'économie socialiste. Mais à un moment donné, je pense que ces explications, près de 30 ans après la chute du mur, ne suffisent plus. Donc les salaires ont beau augmenter, mais ils sont fort en retard. Et donc si on regarde même proportionnellement, ils restent très inférieurs. Il faut aussi dire que depuis la crise économique de 2008-2009, cet écart a plutôt tendance à se creuser. Donc on parle par exemple ces pays qui sont l'Europe centrale proche de l'Allemagne ou de l'Autriche, restent à environ un tiers des salaires
des salaires allemands et autrichiens. Du coup, ils sont même à côté de la Bavière, hein, qui est encore même au-dessus du standard allemand. Exactement. Et donc, malgré le coût de la vie qui est évidemment plus bas en Europe centrale, ça reste vraiment inférieur. On parle aussi de conditions de travail assez difficiles. Donc, on en a parlé au courrier. Par exemple, les reportages en caméra cachée de Sacha Urlova, qui est allé faire des petits boulots en Tchéquie, qui a vraiment révélé des choses qui finalement ont même surprise les classes intellectuelles et libérales en République tchèque. Qui dit mais c'est pas vrai. Il y a eu beaucoup de gens qui étaient frustrés, qui parlaient de manipulation. Et donc il y a toute cette classe qui est présentée comme déconnectée du peuple. Donc on parle de tous ces gens aussi à cause des affaires de corruption qui ont réussi après 1989 et tous les gens qui finalement sont un peu les perdants. Mais évidemment, au-delà des conditions socio-économiques, j'aimerais quand même parler du côté culturel. Donc, c'est pas seulement les gens plus pauvres qui sont contre les réfugiés, contre la migration. Je pense qu'il y a aussi des opinions très sceptiques envers finalement le modèle multiculturel, libéral européen. Et ça se voit aussi sur les questions des migrants, mais aussi sur la question, par exemple, des droits des homosexuels. Ou par exemple aussi sur les questions de féminisme, d'égalité entre les sexes, ces problèmes aussi se révèlent et là, il faut aller au-delà de l'analyse socio-économique, évidemment. Peut-être avant que Ludovic te fasse rebondir sur ce sujet, je voulais quand même continuer sur la question des salaires et des niveaux de vie, parce que tu étais allé toi-même faire l'interview du ministre des Affaires européennes au mois de septembre, ou à la fin du mois d'août, et qui t'avait dit que effectivement là, on était quelques jours avant la visite de Macron en Europe centrale et en Europe orientale, qui venait promouvoir son plan contre les travailleurs détachés, le dumping social. Et donc le ministre des Affaires européennes, dont j'ai oublié le nom, peut-être Schmelach, Aleš Schmelach, qui t'avait dit cette question des bas salaires et du modèle de développement low cost dans lequel est piégée l'Europe centrale, doit trouver une solution extrêmement rapide. Il faut faire sauter ce verrou parce que, comme tu disais avant, pour les gens, la progression ne va pas assez vite. On fait trop de concessions. On a fait trop de concessions sociales et sur les conditions de travail pour se contenter d'un tiers du salaire, de la moitié des salaires dans la Bavière voisine, par exemple. Oui, alors c'est tout à fait exact. On parle souvent des fonds européens, donc on parle de milliards d'euros qui vont plutôt d'Europe de l'Ouest vers l'Europe centrale, vers l'Europe de l'Est. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est tout cet argent qui fait le chemin inverse. Donc le fait que toutes les compagnies occidentales se soient implantées en Europe centrale, évidemment, ça donne de l'emploi aux gens. Mais les profits ont tendance à revenir vers l'Ouest plutôt qu'à être réinvestis. De l'emploi peu qualifié voilà. et dont les profits ne restent pas sur place. Exactement. Et donc, ça veut aussi dire que les petites et moyennes entreprises locales ont la difficulté à se développer. Donc, en général, ce sont ces entreprises-là qui réinvestissent beaucoup sur place et qui peuvent vraiment avoir plus de valeur ajoutée. Mais dans le cas de l'Europe centrale, ça reste un peu l'usine de l'Europe, avec des profits qui repartent pour la Tchéquie. Monsieur Khmelaj mentionnait que 1% du PIB donc venait des fonds européens, mais que 7% repartait en profit vers l'Occident. Et ces compagnies vont l'investir ailleurs, et donc les inégalités Est-Ouest ont très peu évolué depuis. Voilà, on reste autour d'un tiers. Donc un tiers des salaires en Europe centrale sont environ un tiers des salaires en Allemagne et en Autriche. J'invite les auditeurs à surveiller le site d'Europe centrale dans les jours à venir, parce qu'on va publier un article, plus précisément une interview avec un économiste croate qui vient de publier sa thèse sur l'évolution des inégalités en Europe centrale et dont le directeur a été un certain Thomas Piketty, qui a publié sur son blog du Monde cette semaine un graphique très très intéressant qui montre que en Tchéquie, en Hongrie, en Pologne, en Slovaquie et dans d'autres pays de la région, les flux d'argent qui sortent du pays sont bien supérieurs aux flux d'argent qui rentrent. Par exemple, on voit que les fonds européens qui représentent 4% du PIB hongrois, en même temps, 7% du PIB hongrois sont des bénéfices qui sortent du pays. Et donc,
cette étude montre à quel point le discours est vicié et faux, le discours selon lequel l'Europe centrale est gavée de subventions européennes, voire seraient les gagnants de l'Europe, et même les privilégiés et les Européens du centre les privilégiés. Quand on voit, et là ça illustre vraiment ce que tu disais avant, c'est que certes les entreprises ici emploient, mais à des salaires encore très faibles, et les grands profits quittent le pays. Oui, et si on regarde aussi, par exemple, les salaires en Europe centrale, souvent, beaucoup de gens vivent avec 3, 4, 500 euros par mois. Et quand on regarde, par exemple, les prix de l'immobilier, je peux dire à Prague, qui ont augmenté environ des 2 tiers depuis 2010. Donc, c'est une explosion. Beaucoup de gens doivent donner le tiers ou la moitié de leur salaire pour se loger. C'est donc ce genre de choses qui alimentent évidemment la frustration. Et puis même les gens qui vivent bien, je crois qu'il y a aussi un espèce de sentiment d'incertitude envers l'avenir, le fait que finalement ces emplois sont souvent précaires. On a toujours l'impression que les usines pourraient partir demain en Bulgarie, en Roumanie ou encore ailleurs. Il y avait un débat qui s'est pas encore trop invité en Hongrie, on n'entend pas trop ça, mais qui a été assez vif en République tchèque ces derniers mois sur le fait de oui, il faut monter les salaires, certes, mais si on passe un certain seuil, toutes les entreprises vont partir en Roumanie ou au Moyen-Orient ou plus loin en Asie, et là on met la clé sous la porte. Oui, je pense que c'est un discours qui a sans doute une part de vrai, mais évidemment c'est assez facile de faire peur aux gens qui voient bien à quel point tout ça est très volatile. Et quand on parle par exemple de la grande grève à Volkswagen à Bratislava, quelques 1300 employés qui étaient en grève, c'était l'été dernier. Et même là, seulement 2 tiers des employés ont joint la grève parce que la tradition syndicale a été complètement détournée par le régime socialiste et ne s'est jamais vraiment relevée. Donc les syndicats sont très faibles dans ces pays. Et même quand ils veulent agir, là, les employés eux-mêmes sont souvent très hésitants, ont peur de faire grève et sont assez convaincus par le discours selon lequel il faut être raisonnable, il faut pas trop pousser, etc., etc. Donc ça, c'est aussi une question de mentalité où, oui, d'un côté, ils sont frustrés, mais de l'autre côté, ils ont peur de demander, si on parle de... Ludovic. Ce qui est intéressant avec ce que tu dis, c'est que si on a en tête ce qui se passe en Europe de l'Ouest, notamment sur la manière dont la scène politique s'ancre au sein de la population, c'est que typiquement, je prends le cas de la France, mais je pense qu'en Belgique c'est la même chose, en Allemagne aussi, c'est qu'on avait justement des alliances sociologiques entre, on va dire, la classe populaire et une partie de la classe moyenne qui permettaient justement aux personnes considérées comme laissées pour compte d'avoir une représentation politique forte et puis justement d'avoir une sorte de pied dans la porte. Et ce qu'on voit en Hongrie, ce qu'on voit en Slovaquie, ce qu'on voit en République tchèque, c'est que en fait on a l'impression qu'il y a une polarisation extrême et de moins en moins de partis intermédiaires qui permettent d'opérer des synthèses dans les revendications qui permettraient d'avoir des forces motrices de transformation sociale, ce genre. Est-ce que tu es d'accord avec cette Oui, je suis d'accord, mais je vois d'autres alliances qui se créent. Par exemple, si on regarde ce qui se passe en Pologne, les électeurs finalement montrent bien qu'ils s'en fichent un petit peu de la destruction de la justice indépendante ou de l'état de droit, puisque le parti droit et justice a réussi par exemple à implémenter des allocations de 125 € à partir du 2e enfant, ce qui est très important. Ils ont réussi à enfin implémenter un salaire minimum, alors que certaines personnes pouvaient gagner par exemple 1 € par heure pour du travail qui était très difficile. Donc, ce genre de choses n'ont pas été faites par les élites libérales. Et donc, ça a laissé vraiment le champ libre aux populistes. Donc, par exemple, Babiš, qui est un milliardaire, ce n'est pas lui qui s'attire les foudres de la population, alors que c'est quelqu'un qui a énormément profité des privatisations, de la corruption, qui est impliqué dans toutes sortes d'affaires très louches. Mais finalement, lui, il propose une petite redistribution. Donc, il dit, fermez les yeux sur mon business un peu louche. Moi, je vous donnerai comme on dit en Tchéquie, il va distribuer les brioches. Littéralement, c'est un peu le préjugé envers les électeurs d'Anno ou de Zeman. C'est des gens qui se contenteraient de quelques sous en plus à la fin du mois.
Je pense qu'on voit aussi un peu la même chose en Hongrie avec Orban qui finalement est en train de créer une oligarchie locale. Mais bon, les gens considèrent que voilà, il y a une certaine justice sociale qui a été peut-être rétablie avec par exemple les taxes envers les corporations étrangères ou ce genre de choses. Donc il faut absolument que les élites libérales et que la gauche se saisissent de ces thèmes, sinon ils sont vraiment donnés. Là, pendant les législatives en automne et les présidentielles, donc ces dernières semaines, c'est une thématique qui n'a pas du tout été abordée, ça, par exemple l'aide sociale, la justice sociale, ce genre de choses. Eh ben, il y a plusieurs familiales aussi. Alors il y a plusieurs candidats qui se sont penchés là-dessus. Par exemple, en Tchéquie, il y a un grand problème de l'endettement. Donc le système tchèque finalement fait qu'une dette de quelques euros peut se transformer en plusieurs centaines d'euros qui sont passés d'une compagnie, par exemple de la Poste ou des transports en commun, qui sont vendus à des agences d'huissiers qui, eux, après, vont venir réclamer plusieurs centaines d'euros qui poussent les gens parfois dans la rue. Donc des candidats comme Fischer ou Horacek ont parlé de ce genre de problème, alors que Drahoš, lui, a préféré vraiment éviter tous les débats un peu polarisants. Donc il n'a pas beaucoup parlé de ce genre de problème et encore une fois, ça fait que Miloš Zeman, qui lui aussi est lié à toutes sortes d'intérêts financiers et qui finalement s'en fiche un peu des pauvres, il réussit à apparaître comme le candidat plutôt des classes populaires, des perdants de la transformation, etc. Donc voilà, Drahoš n'a pas réussi à aller toucher ces gens-là. Alors, Jerzy Drahoš a annoncé qu'il quitterait pas la politique. Pour le coup, c'était un premier coup pour lui et il a déclaré vouloir s'investir dans la vie politique tchèque. Est-ce que tu penses que on pourrait avoir des recompositions politiques suite à cette élection? Est-ce que tu penses que justement tu évoquais la gauche qui idéologiquement n'a pas du tout intégré un certain nombre de thématiques, notamment redistributives, et c'est valable pour les 4 pays de la région. Est-ce que tu penses que voilà va y avoir des conséquences à ce niveau-là ou d'une certaine façon ça va être le statu quo? Alors je crois que c'est assez intéressant. Le premier tour de la présidentielle a finalement révélé certaines personnalités très intéressantes. Donc on parle par exemple de Pavel Fischer, qui était l'ancien ambassadeur de la Tchéquie en France, et qui par exemple a beaucoup parlé de ce genre de problème d'endettement, de bas salaire. Et il a été le plus populaire auprès des jeunes au premier tour de l'élection. Après, il y a Marek Ilcher, qui est un jeune médecin qui est complètement inconnu, novice dans la vie politique, qui a réussi à vraiment faire le tour du pays et qui est vraiment allé chercher des électeurs qui finalement ont sans doute nombre de ces électeurs ont soutenu de Zeman au deuxième tour, mais ça montre bien que un jeune homme comme ça qui est plutôt libéral, mais qui est allé envers les gens, qui est allé parler aux gens, il a quand même réussi à les convaincre de voter pour lui. Donc ça montre bien que si il y a des efforts qui sont déployés, s'il y a des nouveaux en politique, ça peut être intéressant. Donc voilà, il est probable que des gens comme Ilcher ou Fischer et aussi Horacek, qui ont tous environ fait 10% au premier tour, puissent lancer leur propre parti politique. Et ça pourrait changer les choses. On parle aussi des pirates. Voilà, c'est ça, j'allais poser la question sur les pirates. Alors le parti pirate, qui joue aussi un peu la carte un centriste. Très bon score, voilà, 11%. Donc les pirates sont de troisième parti aux législatives d'octobre, alors qu'ils n'étaient pas du tout représentés au Parlement. On jouait la carte de l'écologie, du gouvernement sur Internet, le cybergouvernement, la simplification de la bureaucratie. Et ils ont fait un bon score. Ils sont plutôt de gauche. Ils sont liés, par exemple, au mouvement de réforme de l'Europe DiEM25, qui est dirigé par Varoufakis. Voilà, exactement. Donc les pirates sont en train d'un peu incarner cette espèce de volonté de changement un peu plus progressiste. Et même s'ils ne se revendiquent pas de gauche, ils sont un peu la nouvelle gauche sauce tchèque. Il nous reste quelques minutes, un petit quart d'heure même, pour aborder le dernier point de cette émission.
Je sais même pas si on va pouvoir faire un quart d'heure sur cette question, si c'est vraiment une question, la question du groupe de Visegrad pour les Tchèques. Est-ce que le groupe de Visegrad est aux yeux des Tchèques aussi important qu'il peut l'être aujourd'hui en Hongrie Est-ce que ça joue un rôle aussi du coup dans la campagne? Est-ce que dans la campagne présidentielle, on a parlé du groupe de Visegrad? Pas tellement, non. Il faut dire que Zeman a toujours été plutôt sceptique envers ce projet. Il n'a pas montré un intérêt qu'on peut disproportionné pour ce projet. Il faut dire que c'est quelque chose d'assez symbolique. Sur la question migratoire, c'est bien possible qu'il décide d'avoir une voie commune pour s'opposer aux quotas, des quotas qui de toute façon ont très peu de chances d'être implémentés vu toutes les difficultés, surtout pour des réfugiés qui n'ont aucune envie de venir dans ces pays. Mais on peut rappeler qu'il n'y a pas que l'Europe centrale, et quasiment tous les pays n'ont pas rempli leurs quotas de toute façon. Oui, tout à fait. En République tchèque, on parle de janvier à octobre 2016, il y a eu 26 personnes qui ont reçu l'asile. Donc c'est très révélateur. Mais donc Babiš, lui, non plus, n'a pas tellement intérêt à s'opposer à l'Union européenne, puisque je rappellerai que son groupe industriel reçoit des millions et des millions d'euros de fonds européens dans le domaine de l'agriculture. Donc il n'a pas non plus intérêt à vraiment repenser ce modèle-là. Et Babiš, de tous les dirigeants d'Europe centrale, est sans doute le moins idéologique. Donc je ne dirais pas qu'il n'utilise pas trop la rhétorique anti-migratoire. Il n'est pas non plus vraiment, par exemple, opposé aux droits pour les homosexuels ou bien à l'égalité des genres. C'est des sujets finalement qui ne l'intéressent pas trop. Lui, il parle plutôt de gérer le pays comme une compagnie. Donc il utilise son exemple de milliardaire, d'homme d'affaires qui a réussi pour dire moi je vais faire la même chose avec le pays. Et donc il a pas tellement d'orientation idéologique antilibérale comme un Kaczynski ou un Orban. Vers quel pays on regarde quand on est en République tchèque? En France, on regarde tout le temps vers l'Allemagne, on se compare toujours à l'Allemagne. À quel pays on se compare quand on est en République tchèque? Est-ce qu'on se compare à la Pologne, par exemple, ou on est toujours tourné vers l'Allemagne voisine? Comment ça se passe? Alors finalement, c'est aussi l'Allemagne. Donc il faut dire, historiquement, évidemment, les Tchèques ont toujours été assez proches du monde germanique, vu aussi la forte minorité allemande qui habitait dans le pays jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et évidemment, la transformation après 1989, les Tchèques ont été contents de se débarrasser de la Slovaquie et de foncer vers l'Ouest. C'est ceux qui ont le mieux réussi dans les années 90 en termes de transformation économique, et ils se sont donc toujours comparés à l'Allemagne. Et c'est là que le bas blesse, c'est que alors qu'ils rattraperaient l'Allemagne après la crise économique de 2008-2009, ça ne se passe plus du tout. Même chose si on regarde un peu le modèle allemand que Merkel a un peu favorisé, puisque Merkel, en accueillant près d'1 million de réfugiés, surtout syriens, finalement a été très peu comprise par les Tchèques, qui comme je l'expliquais plus tôt, sont très sceptiques envers le multiculturalisme et les possibilités d'intégration de gens qui viennent d'une autre culture, et aussi qui ont beaucoup de préjugés envers les musulmans. Et donc Merkel, qui était très très forte appréciée quand elle a été élue, représentant le néolibéralisme conservateur, finalement aujourd'hui est peu aimée des élites, en tout cas politiques tchèques. D'accord. Là, on a des choses similaires avec la Hongrie qui au début des années 90 se comparait à la... on vendait aux Hongrois de devenir rapidement une nouvelle Autriche ou une nouvelle Suisse. C'était assez frappant. Peut-être évoquer tu veux rester sur Visegrad, Corentin, ou la question culturelle qui a été rapidement évoquée tout à l'heure par André. Toi, tu penses que est-ce que on est sur des choses ultra conjoncturelles, notamment qui se cristallisent sur les réfugiés, ou est-ce que ça va au-delà?
Ben, je pense que finalement c'est assez surprenant. Moi, je dois dire que je prévoyais la victoire de Draoš parce que je ne pensais pas que la question migratoire pouvait encore exciter, vraiment susciter de telles émotions en 2018, puisqu'on parle quand même du fait que la forteresse Europe, pour le moment, réussit à repousser les migrants de toutes sortes de façons, et donc la crise migratoire a vraiment à passer son pic. Et aussi, bon, les quotas deviennent de plus en plus irréalistes. Je crois qu'en Tchéquie, les gens devraient se rendre compte qu'il y a peu de chances que ça passe. Et donc, je ne croyais pas que Zeman, en utilisant ce thème, réussisse à mobiliser les gens. Mais je pense que, voilà, il a réussi. Et ça veut dire que la question migratoire risque de rester quelque chose de très important dans la politique tchèque. Et donc, il y a une opposition vraiment au multiculturalisme et à l'immigration pour les années à venir. Donc je rappelle, c'est pas une conclusion mais presque que cet après-midi le président sortant Miloš Zeman a été réélu avec un peu moins de 52% des votes. Avec 150 000 voix d'écart. Réélu pour 5 ans, c'est ça ? Voilà. 5 ans. C'est un monsieur qui a plus de 70 ans et qui est dans un état de santé assez chancelant. Est-ce qu'il est possible qu'il n'aille pas au terme de son mandat ? C'est fort possible. Alors, son état de santé est très mauvais. On peut dire que c'est un homme qui a un pied dans la tombe. Il s'est toujours vanté de son penchant pour l'alcool et il fume aussi comme un pompier. Ça ne l'aide pas. Et il y a plusieurs apparitions publiques très récentes qui ont montré qu'il était littéralement chancelant. Il a vraiment l'air assez mal, donc même pendant les débats il avait la difficulté à se lever, donc il a réussi quand même à démontrer assez de pugnacité. Évidemment, il a pu préserver ses forces en refusant de participer à la campagne avant le premier tour. Il s'est vraiment limité à la participation à 2 débats contre Draoš dans l'entre-deux tours où il a quand même livré une bonne performance. Mais maintenant, la question c'est de voir à quel point est-ce que Zeman va continuer à soutenir Andrej Babiš qui est incapable d'avoir une majorité au Parlement. Et aussi la question c'est qu'est-ce qui va se passer si Zeman meurt avant la fin de son mandat. Donc selon la constitution tchèque, le Premier ministre deviendrait président. Et c'est là que ça va devenir très intéressant parce qu'on parle d'Andrej Babiš, comme vous l'avez peut-être lu sur les pages du Courrier, a perdu son immunité parlementaire il y a environ une semaine, et ça veut dire qu'il va maintenant faire face à la justice pour le détournement de fonds européens dans l'affaire du nid de cigogne. Et là, ça pourrait encore brouiller les cartes si Zeman meurt tant que Andrej Babiš est encore officiellement Premier ministre. Eh bien, Andrej Babiš pourra se diriger vers le château de Prague et sans doute éviter la justice encore pour quelques années.